marchés obligataires pour entamer cette émission. Comment est-ce que les investisseurs obligataires appréhendent le couple infernal croissance-inflation? C'est le sujet dont on parle avec Julien Tisserand qui est à mes côtés en plateau. Julien, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous. Vous êtes gérant multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. C'est vrai que le narratif depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, c'est de dire que les taux remontent. Les rendements obligataires, notamment sur la partie longue, remontent un petit peu. Effectivement, les taux nominaux remontent, mais les taux réels, eux, ne remontent pas, voire rebaissent depuis quelques temps maintenant, à nouveau, Julien. Qu'est-ce que cette situation nous dit effectivement des réflexions qui animent les investisseurs obligataires autour de ce que j'appelle le couple infernal croissance-inflation? Tout à fait. Donc vous avez raison, les rendements sur les taux réels continuent de baisser, notamment en zone euro, mais également aux États-Unis. Malgré un taper de la Fed qui est attendu dans les semaines à venir, où traditionnellement, c'était la réaction en 2013, on se serait attendu à des rendements réels qui remontent, ce n'est pas le cas. C'est parce que les attentes et les anticipations du marché obligataire sur l'inflation continuent d'augmenter. Vous avez des points morts d'inflation qui touchent les plus hauts. Si on regarde, par exemple, les swaps d'inflation à 5 ans aux États-Unis, ils ont touché 3,15% au plus haut depuis 10 ans. Vous avez au Royaume-Uni des points morts 5 ans qui ont touché presque 5% au plus haut depuis 15 ans. Et en Europe, on a un réancrage de ces anticipations également, qui n'était pas arrivé depuis de nombreuses années, avec une anticipation d'inflation à 5 ans autour de 2,2%. Donc ça, c'est un phénomène qui débute et qui a commencé cette année, qui a continué pendant tout l'été, qui est finalement quelque chose qui était accueilli par les banques centrales à bras ouverts, après des années d'anticipation en baisse, en forte baisse. Là, pour la première fois en Europe, on a des anticipations qui se réancrent. Pour nous, ce n'est pas inquiétant à ces niveaux-là, en tout cas aux US et en Europe. C'est vraiment voulu par les banquiers centraux. 3,15% par exemple, on retrouve des niveaux de 2010, 2012 aux États-Unis. Les 2,2% retrouvent des niveaux de 2014. Donc c'est plutôt en ligne avec ce que veulent les banques centrales. De ce point de vue-là, vous dites, Julien, il n'y a pas dans le marché, dans les prix de marché, les anticipations de marché, il n'y a pas encore, je vais un peu vite en besogne, mais il n'y a pas de dérapage, de désancrage justement de ces anticipations d'inflation au-delà de ce que recherchent les banques centrales. Tout à fait. En tout cas, pour la Fed et la Banque centrale européenne, ça correspond à l'objectif qui se sont fixés d'avoir une inflation symétrique autour de 2%, avec une possibilité d'avoir une inflation un peu plus élevée pendant une période. Là où on commence à voir un léger désancrage des anticipations, c'est plutôt au Royaume-Uni. Et vous avez vu la sortie du gouverneur Bailey dans les médias anglais. Et parce que les anticipations à 5% sur 5 ans d'inflation, c'est du jamais vu depuis 15-20 ans. Et là, on sent que ça inquiète un petit peu plus. Donc, il y a eu cette sortie dans les médias, avec potentiellement dans les cartes une hausse de taux potentielle la semaine prochaine lors de leur réunion monétaire. Et c'est un souci de crédibilité maintenant pour eux, pour garder ces anticipations ancrées. Donc il y aura une particularité, on va dire, autour de la Banque d'Angleterre la semaine prochaine, avec normalement une première hausse de taux qui a déjà été très fortement signalée au marché. Tout à fait. Et donc il y a eu un transfert en fait d'anticipation. On a vu la Banque d'Angleterre, vous avez vu la Banque de Norvège, la Banque de Nouvelle-Zélande. Donc il y a plusieurs banques centrales développées qui ont commencé à remonter leur taux court sur une inflation plus haute qu'anticipée. Et qui ont eu peur d'un dérapage inflationniste. Pour l'instant, en zone euro, nous, on ne pense pas que c'est quelque chose qui soit dans les cartes. Et j'y reviendrai peut-être. Pour la Fed, cette inflation qu'on voit aux États-Unis semble un petit peu plus durable dans le mix qu'on voit de l'inflation. Donc on est à 5,5% inflation annualisée aux US. On est à 3,4%. Ça risque de monter un petit peu plus haut en zone euro. Par contre, dans la composition de l'inflation, en Europe, ça reste très très temporaire de ce qu'on voit. L'inflation cœur qui est remontée, elle devrait rebaisser l'année prochaine autour de 1,5%, donc bien en dessous de la cible de la BCE. Par contre, aux US, on voit une inflation, et dans la rotation des composantes qui génèrent l'inflation, de composantes de réouverture et de friction vers des choses qui sont beaucoup plus durables dans le temps. Vous avez par exemple les loyers imputés qui remontent assez fortement et qui sont attendus en hausse de 3,5, 4% annualisés l'année prochaine. Et ça comporte, c'est à peu près
30% du panier de l'inflation aux États-Unis. Et c'est une tendance lourde. Quand l'immobilier, quand les loyers commencent à rattraper, et une fois que c'est parti, c'est compliqué à arrêter. Tout à fait. Il y a une inertie dans ces composantes de prix-là, et c'est une inflation qui est plus durable dans le temps. Ce qui veut dire que dans nos anticipations, en Europe, on a une inflation qui devrait baisser en dessous de 2% l'année prochaine. Et là, l'accélération a été certes brutale, mais pour nous, reste très temporaire. Aux États-Unis, en revanche, cette inflation qui est montée, elle va rebaisser, mais rester au-dessus du mandat de la Fed de 3%, avec des composantes plus durables dedans. Et ça veut dire que la Fed va devoir choisir désormais entre la croissance et l'inflation. C'était tout pour la croissance, tout pour le marché du travail. L'inflation, on met ça de côté. Vous dites à ces niveaux-là et avec la nature de développement de l'inflation aujourd'hui, la Fed va devoir être beaucoup plus équilibrée dans son discours. Tout à fait. Et on voit d'ailleurs que le marché le prend déjà en compte. Alors sans aller jusqu'à l'agressivité extrême de la Banque d'Angleterre, le marché commence déjà à se dire que le tapering ne sera peut-être pas suffisant pour calmer ce risque inflationniste. Tout à fait. Et peut-être à rajouter à ça les composantes du marché de l'emploi, qui sont très différentes. Royaume-Uni, US, où le marché est très tendu, avec une participation qui a baissé, et un retour à l'emploi qui ne se fait pas parmi les seniors. Ils sont partis en pré-retraite et a priori assez durablement. Alors qu'en Europe, on a encore beaucoup de capacités excédentaires. Il y a des petites tensions en Allemagne, mais par contre, la France, l'Espagne, l'Italie restent avec des marchés de l'emploi qui pourront apporter durablement dans le temps de nouveaux emplois. Donc il y a moins de tensions. Donc il y a une différenciation qui doit se faire. Et donc pour nous, la Fed et sa crainte sur une inflation qui va rester un peu plus élevée semble plus justifiée que pour la Banque Centrale Européenne et pour l'Europe. Donc sur les pricing de taux courts dans le marché, on a vu ce mouvement qui s'est opéré depuis la fin de l'été, où vous avez raison, les taux nominaux sont remontés. Et jusqu'ici, ça se faisait par une pontification de courbes et des taux longs qui remontaient. Depuis la fin de l'été, ce n'est plus le cas. Ce sont les taux courts qui remontent, avec notamment des anticipations sur la Fed, où on a maintenant un marché qui attend presque 2 hausses de taux pour l'année prochaine. Donc un taper qui s'arrêterait, qui commencerait dans les semaines qui viennent, s'arrête juin 2022, et 2 hausses de taux qui s'enchaînent rapidement. Ce qui n'est pas une séquence encore endossée par Jérôme Powell. Non, tout à fait. Dans son esprit, il a été très clair dans ses communications, c'est que le test qui sera demandé pour remonter les taux est différent de celui du taper. Bien sûr. On peut commencer à penser que cette rhétorique et ce discours risque de changer dans les mois à venir, vu que les composants de l'inflation semblent un petit peu plus durables. Donc c'est le début d'un glissement sémantique. Probablement. Le banquier central ne peut pas changer trop brutalement, trop violemment de discours, exactement. Mais le glissement est en train de se faire. Tout à fait. Par contre, pour nous, avoir 2 hausses de taux qui est déjà anticipées en 2022 nous semble déjà beaucoup. C'est le maximum qu'ils pourront délivrer. Ils vont vouloir attendre l'effet du taper, voir comment le marché prend et intègre cette information-là avant de monter les taux, même si l'inflation reste au-dessus de leur cible pendant un moment. Donc les 2 hausses de taux anticipées nous semblent un maximum pour le moment. Mais ça a expliqué sur les marchés financiers ce mouvement d'aplatissement des courbes, où les taux longs finalement ont arrêté de monter, c'est les taux courts qui sont remontés assez brutalement. On pense que ce mouvement, pour le moment, avec la Fed de hausse de taux pricée par le marché, on a eu le même mouvement qui s'est transmis pour l'Europe, avec maintenant 2 hausses de taux attendues par le marché de 10 BP l'année prochaine pour la BCE, ce qui nous semble vraiment plus fantaisiste, en tout cas, de notre point de vue, étant donné la forward guidance de la BCE, où elle n'est pas censée monter ses taux avant de finir ses achats d'actifs, et les achats d'actifs ne devraient pas se terminer l'année prochaine. Donc tout ça nous semble peut-être un peu excessif sur les parties courtes de taux, et ce mouvement d'aplatissement est exacerbé par le fait que ça touche un petit peu la croissance maintenant sur les anticipations de croissance qui rebaissent. Où est-ce que les risques sur la croissance sont les plus importants d'ailleurs, là, entre les États-Unis et la zone euro aujourd'hui, Julien ? Alors, de notre point de vue, la croissance aux États-Unis devrait rester ancrée positivement et assez durablement. On a un cycle d'investissement qui s'est enclenché pour le long terme. On a des programmes fiscaux qui sont encore devant nous, avec des votes à venir de 1,5 à 2 trilliards de dollars à l'automne et à l'hiver. Par contre, en Europe, on n'a plus d'annonces fiscales à venir, de notre point de vue. On a une Europe
qui est historiquement plus exposée à la Chine, une économie plus ouverte, plus exportatrice, et notamment vers la Chine. Et avec le récent ralentissement chinois, on pense que l'Europe est plus à même d'être entraînée dans la chute par la Chine, avec l'Allemagne une pause. notamment, L'Allemagne notamment, tout à fait. On le voit dans les anticipations des entreprises allemandes, dans les derniers sondages de l'IFO par exemple, les attentes d'exportation allemande commencent à chuter assez brutalement et assez rapidement. Du fait des ruptures de chaînes logistiques, mais aussi de la demande de la part de la Chine qui commence à baisser avec tous les resserrements qu'on connaît là-bas. Donc, sur la différentielle de banque centrale, différentielle d'inflation et de croissance, on pense qu'on va aller vers une divergence plus notable entre les deux grandes banques centrales, les deux zones géographiques. Alors, on ne parle pas d'une chute et d'une chute de croissance en zone euro qui va être vraiment très durable. C'est plutôt un passage à vide un peu plus temporaire, alors que les États-Unis, eux, ont un momentum qui se reprend. Vous l'avez vu dans les dernières récentes données économiques où ça repart un peu à la hausse. Après un troisième trimestre faible, alors exactement. On va très vite parce que le marché est dans l'anticipation. On n'a pas encore les chiffres du T3 américain. On va les avoir cette semaine, demain, je crois, si je dis pas de bêtises. On sait qu'il y a une perte de vitesse en termes de croissance au troisième trimestre américain, mais le marché est déjà focalisé sur ce qui s'est passé après. Et vous dites, après ce petit trou d'air américain au troisième trimestre, c'est déjà en train de repartir. Tout à fait. Et donc il y a cette divergence et ce différentiel qui devrait continuer à s'opérer entre l'Europe et les États-Unis. Et donc, pour en venir peut-être à votre question sur la BCE, ou la question suivante, je l'anticipe, demain, on pense que la Banque Centrale Européenne devrait, de façon assez vocale, repousser en fait, ses anticipations de taux courts à la baisse. On pense que ce n'est pas cohérent avec sa politique monétaire et sa forward guidance actuelle. Et je pense qu'ils auront en tête, pour en venir, s'ils devaient monter les taux, aux exemples de 2008 et 2011, où ils ont monté les taux, ou laisser penser qu'ils allaient monter les taux à cette époque-là. Et ça a été une erreur de politique monétaire. Bon, certaines voix ont commencé à se faire entendre. Villeroy de Galhau, notamment, gouverneur de la Banque de France, dit qu'il n'y a rien qui peut justifier aujourd'hui des hausses de taux en 2022 du côté de la Banque Centrale Européenne. Discours qui sera sans doute effectivement repris demain par Christine Lagarde à l'occasion de sa conférence de presse. Merci beaucoup Julien. Julien Tisserand qui était avec nous en plateau, gérant multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management.